Donc maintenant, nous allons du coup accueillir Frédéric Barthelet, qui va nous parler Salut. d'IoT. Salut, salut. C'est à toi. Merci beaucoup. Alors, je vais présenter mon écran. Hop. Hop. Est-ce qu'on me voit bien et on m'entend bien? Juste pour vérifier. On déduit que oui. Voilà. Bon. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette première édition du Community Day France. Je m'appelle Frédéric. Ça fait 4 ans que je travaille chez Théodo et je suis en charge de la BU Serverless de Théodo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un retour d'expérience sur un projet qu'on a développé récemment avec Work with Island sur la connectique de cabines d'entreprise. Ça va être une histoire d'IoT et de serverless. Déjà, quelques mots de contexte pour vous parler de Work with Island. Work with Island, c'est une entreprise à Paris qui fabrique des box d'entreprise, donc des boîtes pour pouvoir s'isoler quand on travaille dans un open space pour passer un coup de fil. La boîte a été créée en 2018 et depuis 2020, année à laquelle ils ont commencé à commercialiser leur cabine d'une place d'entreprise, ils en ont vendu et distribué un peu plus de 500. Ils vendent aujourd'hui en France et dans le Benelux et c'est une super équipe de 8 personnes avec qui on a adoré travailler. Work with Island, ils sont venus nous voir à Théodo pour résoudre 2 problèmes. Un premier problème remonté par leurs utilisateurs qui était la disponibilité des cabines, ou plutôt l'information de disponibilité des cabines. Par essence, ces cabines, elles servent à passer des coups de fil qui sont non prévus. Elles sont donc non réservables, contrairement à des salles classiques dans un bâtiment. Du coup, quelqu'un qui a un coup de fil important à passer peut passer des fois plusieurs minutes à naviguer entre les différents étages de l'entreprise avant de trouver un box disponible. Deuxième problème pour lequel ils nous ont sollicité, c'est celui d'avoir des métriques d'utilisation de leur flotte de cabines chez leurs clients. En effet, ils n'ont aujourd'hui pas du tout de prestations de conseil à fournir à leurs clients quant au positionnement et à la quantité qui dépendent énormément de la typologie de l'entreprise et des habitudes d'utilisation des employés de l'entreprise. Pour répondre à ces 2 problématiques, à Théodo, on a développé déjà pour la problématique de la disponibilité des cabines une intégration avec Slack, disponible sur le Slack Store, qui permet pour les entreprises qui utilisent Slack et qui utilisent les cabines Work with Island de fournir à leurs utilisateurs une commande et une page applicative avec les informations de disponibilité des cabines. Et on a développé également une application web dans laquelle il y a les informations, les analytics spécifiques à différentes entreprises. Cette application web, elle va également servir de back-office pour les personnes de Work with Island afin de provisionner à l'installation des nouvelles cabines dans des nouveaux locaux, récupérer la liste des devices qui existent dans les différentes entreprises et faire des exports de la donnée brute de disponibilité des cabines au cas où il y a besoin de faire des analytics plus poussés dans certains cas d'usage. Je vous propose de détailler pendant ce retour d'expérience certaines particularités, certaines parties spécifiques du schéma d'architecture ici. Mais je vous donne déjà la big picture pour que vous puissiez voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Pour vous donner quelques éléments, on a développé l'application web que je vous présentais juste avant en TypeScript avec le framework React. Le back-end de l'ensemble des services que vous pouvez voir sur ce schéma d'architecture a été provisionné avec le framework serverless, aussi avec du code écrit en TypeScript, notamment pour les lambdas qui sont exécutés dans le cadre de notre application. Et enfin, le code embarqué, lui, était écrit en C avec le framework FreeRTOS. Le tout est entièrement déployé sur une infrastructure AWS. On va se servir de ce schéma comme fil directeur du déroulé de cette présentation. Et je vous propose 4 points de focus. Le premier, ça va être sur le concept, le design de l'hardware qu'on va installer dans les cabines que fabrique Work with Island. Dans un deuxième temps, on va se focus sur toute la partie provisioning de ces cabines qui permet à la sortie de l'usine de les installer chez des nouveaux clients. On parlera ensuite des 2 features clés pour lesquelles Work with Island nous a sollicité, la disponibilité en temps réel intégrée à Slack et les analytics disponibles pour Work with Island. On va commencer avec l'hardware.
Et on va commencer avec les contraintes du contexte qui nous a été donné pour ce projet. Première contrainte, qui n'en est pas vraiment une, c'est la disponibilité, l'accès à une source de courant en 220 volts. Les cabines que fabrique aujourd'hui Work with Island sont branchées au réseau électrique puisqu'elles sont équipées avec une lumière et un ventilateur, très nécessaire certains jours d'été, qui, du coup, ne pose aucun problème de conception de l'objet à embarquer à l'intérieur des cabines avec une problématique de batterie. On n'aura pas du tout ce souci-là, on peut directement utiliser après transformation l'accès électrique de la cabine. Deuxième contrainte, c'est que les objets qu'on développe, l'hardware qu'on va développer, soient rétro-compatibles avec la flotte de cabines qu'a déjà livré Work with Island pour pouvoir aller chez leurs clients existants, installer cette solution supplémentaire de disponibilité. Un nice to have qui n'était pas vraiment une contrainte, mais quelque chose qu'ils aimeraient bien pouvoir mettre en place, c'est la possibilité d'installer le même hardware sur les cabines de la compétition, afin que des entreprises qui soient équipées chez plusieurs fournisseurs différents puissent équiper l'intégralité de leur flotte de cabines avec cette solution. Comme je vous le disais au début de la présentation, aujourd'hui, les cabines sont livrées en France et au Benelux. Et il y a des objectifs pour 2021 et 2022 de s'ouvrir à l'Italie et l'Espagne. Et du coup, la solution qu'on avait développée devait fonctionner en Europe. Enfin, dans les contraintes du budget et de temps du projet, on a été très rapidement orienté vers des solutions sur étagère en termes d'hardware pour éviter le développement de solutions custom onéreuses. Fort de ces contraintes, on s'est posé des questions sur trois sections particulières, trois caractéristiques particulières que devait avoir la solution d'hardware à implémenter dans les cabines. La première, la connectivité, donc le support qui va être utilisé pour que les cabines puissent communiquer avec le cloud AWS. On a identifié pour ça 4 supports différents, cellulaire, LP WAN, LR WAN et local. Les deux premiers, cellulaire et LP WAN, sont assez coûteux et sont surtout utilisés dans des applications remote, ce qui n'est pas du tout notre cas ici. On les a donc éliminés très rapidement. Le LR WAN nécessite l'installation d'access points de technologies particulières dans les locaux d'entreprise, ce qui du coup entraîne un coût supplémentaire pour une entreprise qui voudrait s'équiper avec les cabines de Work with Island. On l'a éliminé assez rapidement, pareillement. On est donc resté sur une solution locale en utilisant le réseau Wi-Fi disponible dans la plupart des locaux d'entreprise dans lesquels ces cabines sont installées et en utilisant le Bluetooth comme support de provisioning. On en reparlera juste après. Côté operating system, sur l'embarqué, on s'est dirigé tout de suite vers FreeRTOS. Nativement, FreeRTOS vient prépackagé avec des API faciles à utiliser pour communiquer avec les services AWS IoT et porté sur un grand nombre de chips, ce qui nous permet d'avoir toujours un choix de catalogue large, même avec un choix de framework comme celui de FreeRTOS. Enfin, le dernier pilier sur lequel on s'est planché, c'est celui des capteurs à mettre en place pour pouvoir détecter la disponibilité ou l'indisponibilité d'une cabine en particulier. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces cabines, elles sont déjà raccordées au réseau électrique. Elles présentent déjà un capteur infrarouge passif qui permet à l'entrée et à la sortie d'une personne dans la cabine d'allumer et d'éteindre lumière et ventilateur. On s'est donc tout de suite orienté vers une solution de mesure de courant avec la CS712, donc mesure linéaire avec effet Hall dans un premier temps. On s'est éloigné de cette solution puisque la sensibilité du capteur était trop petite par rapport à la consommation électrique de la cabine et on est passé sur une solution on-off. Est-ce que oui ou non la lampe et le ventilateur sont alimentés en électricité avec un optocoupleur. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, voici le schéma électrique du plafonnier des cabines avec sur la droite le transformateur, l'optocoupleur et le SP32, la chip qu'on a choisi pour ce projet, qui ont été rajoutés en plus du schéma électrique existant. Vous voyez que le SP32 apparaîtra alimenté en 5 volts par le transformateur, a simplement une connexion avec l'optocoupleur qui va l'informer ou non de la présence de courant dans le domino de phase contrôlé par le capteur infrarouge passif. C'en est tout pour l'hardware. Je vous propose de passer au provisioning. Côté provisioning, il y a 2 étapes. Le premier qui est un provisioning du support de communication, du Wi-Fi du coup. Et le deuxième qui est un provisioning des certificats qui vont permettre au device de communiquer avec AWS. Côté provisioning Wi-Fi,
on va utiliser l'application web qu'on a déjà mis en place pour les analytics, que je vous présentais au tout début, pour fournir à l'installateur une interface pour installer de nouvelles cabines. On a donc cet installateur qui va se rendre sur une URL, s'authentifier comme installateur et avoir accès à un pipeline de provisioning de nouvelles cabines. Dans ce pipeline de provisioning cabine, la première étape est l'accès à la Web Bluetooth API, qui est une API web qui permet du coup au navigateur d'accéder aux capacités Bluetooth de son téléphone ou de son ordinateur. Cette API est en bêta, elle n'est pas définitive, elle est disponible que sur certains navigateurs, Chrome, Edge et Opera, Safari protégeant l'accès au Bluetooth nativement et n'autorisant que les applications natives à y accéder. Cependant, comme l'installateur est une personne connue de Work with Island et que ce n'est pas destiné à être utilisé par le public, ils étaient tout à fait OK avec le fait de contraindre à un certain choix de navigateur le matériel de l'installateur. On a donc ce navigateur, l'application Work with Island via le navigateur qui va scanner les devices Bluetooth à proximité. L'installateur va avoir la possibilité de choisir, selon son nom, le device Bluetooth correspondant à la cabine qu'il vient d'installer. Et il va démarrer un processus de provisioning pratique parce que déjà présent nativement dans FreeRTOS, c'est une feature qui est possible d'énabler, d'activer pour pouvoir provisionner via un protocole prédéfini quel réseau Wi-Fi on veut utiliser et quel réseau Wi-Fi on veut utiliser et quel mot de passe on veut utiliser pour se connecter à ce réseau Wi-Fi. Ce protocole, il est établi sur le protocole GAT, qui est un protocole de communication Bluetooth, dans lequel il y a un serveur, le device à l'intérieur de la cabine, et un client, le navigateur de l'installateur. Une fois connecté au serveur GAT, le client va pouvoir accéder en lecture ou en écriture à un ensemble de caractéristiques regroupées par service. En l'occurrence, pour le provisioning Wi-Fi, il y a un service de provisioning Wi-Fi et plusieurs caractéristiques à l'intérieur correspondant aux différentes commandes qu'on veut exécuter ou aux réponses qu'on veut écouter. Première chose que va faire du coup le navigateur lorsqu'il va se connecter à ce serveur GAT et à ce service de provisioning Wi-Fi, c'est lire la MTU, la Maximum Transmission Unit, qui correspond à la taille en bits que peut faire un message en interaction avec ce serveur GAT maximum. Si le message est plus grand que cette taille, que ce MTU, il sera nécessaire de découper le message. C'est vachement important de le lire en premier pour être capable de savoir en amont comment découper les commandes nécessaires au provisioning Wi-Fi du device. Une fois qu'on a lu la MTU, on va pouvoir demander au device de lister les networks Wi-Fi à proximité. Super important de demander au device de faire cette opération-là, parce que ça élimine nativement les réseaux Wi-Fi auxquels il serait incapable de se connecter. Par exemple, dans le cas de l'ESP32, ça élimine nativement les réseaux Wi-Fi 5 GHz qui ne sont pas compatibles avec la chip. Là où si le navigateur avait lui-même pris la responsabilité de scanner les réseaux Wi-Fi, son matériel étant différent, il aurait pu voir ces réseaux et poser plus tard un problème dans la chaîne de provisioning, étant donné que le device n'est pas capable de s'y connecter. L'ensemble des réseaux qui ont été scannés par le device sont renvoyés au navigateur de l'installateur et il peut en choisir un, renseigner le mot de passe du réseau Wi-Fi et envoyer via une autre commande, la Save Network, les informations au device qui, lui, à ce moment-là, va tenter de se connecter au Wi-Fi. Les protocoles de communication GAT utilisent comme format de sérialisation le CBOR, pour Concise Binary Object Representation. C'est un format de sérialisation très peu gourmand en data, ce qui permet justement de rester dans des petits messages qu'impose la MTU, mais pas du tout human-friendly. Pour développer cette fonctionnalité, vu que l'API Bluetooth d'un navigateur est une fonctionnalité assez récente et en bêta, il a fallu qu'on rétro-ingénière l'application de démo iOS mise à disposition par AWS pour comprendre le protocole mis en place pour le provisioning Wi-Fi et l'implémenter côté navigateur. Si tout s'est bien passé, à partir de ce moment-là, le device est connecté au réseau Wi-Fi sélectionné par l'opérateur. Si on ne fait rien de particulier dans la configuration de FreeRTOS, il va normalement se déconnecter, il va désactiver sa connexion Bluetooth. Il le fait nativement pour être capable de réduire sa consommation énergétique.
Comme je vous le disais au début, on n'a pas vraiment de problématique liée à la consommation électrique, vu qu'on est alimenté en permanence par du 220. Du coup, on a désactivé cette feature. Pensez-y bien si vous avez une application similaire. Maintenant que le device est connecté au Wi-Fi, il y a le deuxième provisioning à faire, qui est celui des certificats, où là, l'installateur va permettre au device de s'identifier de façon définitive auprès d'AWS. Il va sélectionner une équipe Slack parmi une liste déroulante auquel il veut rattacher la cabine et un nom pour cette cabine. Il va contacter une lambda dans le backend applicatif en passant par API Gateway qui va avoir pour rôle 1 de créer auprès d'AWS IoT une provisioning claim, c'est-à-dire une paire de clés et de certificats temporaires d'une validité de 5 minutes, qui n'a donc aucun souci à faire transiter sur du Bluetooth ou via le navigateur de l'installateur, puisque c'est une durée de vie très limitée. Il va également y persister dans DynamoDB les métadatas qu'il vient de remplir, c'est-à-dire la team Slack et le nom désiré pour le device, pour être utilisé plus tard. Le navigateur qui a récupéré ce certificat et cette clé temporaire va pouvoir les transmettre au device en Bluetooth avec le même serveur GATT dont on parlait au préalable. Et le device va pouvoir entamer un process de provisioning de certificats définitifs avec AWS IoT en utilisant sa connexion Wi-Fi préalablement provisionnée. Cette partie-là n'est pas implémentée nativement dans FreeRTOS, il a fallu la développer, mais il y a beaucoup d'exemples qui nous ont aidés. 2 étapes dedans, la création d'une clé et d'un certificat définitif pour les échanger en échange de ces clés et certificats temporaires, que le device va pouvoir sauvegarder dans son NVS, son Non-Volatile Storage, qui permet qu'en cas de reboot, il y ait toujours accès. Et une deuxième option de register définitif qui va lui permettre de s'enregistrer auprès d'AWS IoT avec cette paire de certificats définitifs comme un device faisant partie de la flotte. À ce moment-là, on a l'entrée en jeu d'un template de provisioning qui va lui-même déclencher un pré-provisioning hook sous la forme d'une autre lambda qui aura pour rôle d'aller rechercher dans DynamoDB les métadatas précédemment renseignés par l'installateur, donc la team Slack et le device name, et de les overrider dans l'opération de register thing comme metadata pour le device, peu importe ce qu'a fourni comme information le device. Ça permet de se protéger de failles de sécurité où le code de l'embarqué aurait été compromis. De la même façon, quand cette opération de register thing est terminée, le nom est retourné au device qui va le sauvegarder dans son non-volatile storage. À la fin de ces 2 opérations, le device va effectuer un reboot et se connecter au broker MQTT d'AWS via le Wi-Fi avec sa paire de clés et certificats définitifs et pouvoir commencer son opération nominale. Je vous propose du coup de passer aux 2 fonctionnalités qui font partie de l'application qu'on a développée pour Work with Island. Dans un premier temps, la disponibilité en temps réel. Pour ce faire, on a utilisé une fonctionnalité qui s'appelle IoT Shadow, qui est une surcouche sur le protocole MQTT que met en place IoT Core pour sauvegarder, pour persister l'état d'un device distant et du coup découpler les devices du cloud AWS en cas d'interaction avec ces derniers. Notamment, nous, pour pouvoir avoir l'info de disponibilité, plutôt que d'avoir une dépendance directe à chacun des devices pour lesquels on veut connaître la disponibilité, toutes les cabines d'une entreprise, par exemple, on va avoir un état persisté correspondant à une shadow, à une ombre de ces devices dans AWS IoT Core qui ne nécessite pas du coup de rétablir une connexion avec le device. D'ailleurs, dans notre cas d'usage, les connexions à IoT Core se font à l'initiative du device et non à l'initiative d'IoT Core. Et elles ne se connectent que pour préciser quand ils deviennent disponibles et quand ils deviennent indisponibles. Dans ce schéma, dans la fonctionnalité IoT Shadow, il est important de comprendre le fonctionnement du protocole MQTT et des commandes spécifiques à IoT Shadow. L'MQTT, contrairement à l'HTTP, n'est pas un modèle request-response où pour une interaction, on a tout autant la requête et la réponse donnant des informations concernant la requête qu'on vient de faire. En MQTT, on est sur du pub-sub. On va donc publier des messages sur des topics auprès d'un broker. Pour avoir une réponse concernant l'exécution de notre message, il nous faut écouter d'autres topics sur lesquels des réponses peuvent être fournies. Par exemple, dans le cas des 3 commandes qui existent sur IoT Shadow, que sont update, get et delete, on va avoir un topic de commande et 2 topics de réponse.
Le device qui veut communiquer avec AWS IoT sur une commande GET, par exemple, va publier un message sur le topic de la commande GET et écouter les deux topics accepted et rejected pour savoir la réponse que veut fournir IoT Core à cette requête. Si elle est accepted, un message sera publié sur le topic accepted avec le contenu du shadow demandé par l'opération GET. Dans notre cas d'usage bien particulier à nous, on utilise ce qu'on appelle les unnamed shadows. C'est l'ombre par défaut. Il est possible d'en avoir plusieurs pour un device. Elle est disponible sur un topic dont le nom est normalisé, AWS SingName Shadow, et la commande mise au bout de ce topic normalisé. Donc, dans notre cas, on va avoir le device, la cabine, qui, dans le cas où quelqu'un sort, va vouloir mettre à jour l'information comme quoi il est disponible. Pour ce faire, il va publier sur le topic AWS SingName Shadow Update un message, un state document, qui doit forcément avoir une clé reported correspondant à l'ensemble des caractéristiques de notre cabine. Dans notre cas, simplement une clé valeur available true. Le broker MQTT va du coup mettre à jour dans son service Shadow cet état reporté, et s'il y arrive avec succès, publier sur AWS SingName Shadow Update Accepted un message disant que le premier message a été accepté. IoT Shadow devient alors le service disponible en requête pour connaître l'état de disponibilité des différentes cabines. Maintenant qu'on a IoT Shadow qui est au courant de tout ça, concrètement, comment ça se passe quand j'interagis avec Slack pour avoir la disponibilité des cabines? J'ai simplement un utilisateur qui tape une commande dans n'importe quelle conversation Slack, qui déclenche une requête HTTP vers notre API Gateway, qui va s'occuper de la validation de la requête HTTP, avant de la transférer à Lambda, qui va vérifier la signature de Slack pour authentifier que c'est bien Slack qui a effectivement déclenché cette commande. Slack demande à ce qu'on réponde très rapidement à ce premier call-là. Du coup, la Lambda va simplement se contenter de publier un événement dans le bus applicatif qui est EventBridge et retourner tout de suite une réponse à Slack sans contenu de message à afficher à l'utilisateur, lui disant que la commande a bien été prise en compte. C'est la publication de cet événement dans le bus EventBridge qui va déclencher de façon asynchrone une autre Lambda, ListAvailableBus, qui va, elle, être responsable de générer un message et de le retourner à Slack via un webhook communiqué initialement par la première commande Slack. Pour pouvoir avoir l'info de disponibilité, il va d'ailleurs interagir au premier lieu avec IoT Core pour récupérer tous les devices d'une team en particulier, puis avec IoT Shadow pour récupérer le dernier état connu de chacun de ces devices et filtrer cette liste-là pour ne te donner que les devices disponibles, que les cabines disponibles. On a essayé dans un premier temps, avant d'implémenter cette solution d'IoT Core, puis de chaque IoT Shadow, de passer par une fonctionnalité de fleet indexing. Le fleet indexing, c'est l'utilisation d'un cluster élastique pour indexer selon plusieurs propriétés, tout à la fois les métadatas des devices que les propriétés à l'intérieur des shadows de la donnée d'IoT Core, afin de pouvoir récupérer en une seule requête toutes les cabines d'un workspace Slack qui sont disponibles. Le problème du fleet indexing, c'est que c'est plus cher et que ça a un petit délai à la mise à jour d'un shadow, typiquement 1 minute, pour que l'index reflète ce changement, ce qui ne correspondait pas du tout au cas d'usage qu'on voulait, d'avoir une info de disponibilité la plus rapide possible. Enfin, pour finir, je vais passer sur les analytics. Côté analytics, il y a 3 solutions qu'on a envisagées. IoT Analytics, qui est vraiment la solution clé en main, mais qui, avec son intégration QuickSight, était un peu chère. AWS TimeStream, qui est une time series database récente, generally available depuis septembre 2020, mais pour laquelle il n'y avait pas de provisioning CloudFormation en place pour l'intégration directe avec une topic rule. Et du coup, on s'est reporté sur DynamoDB, qui est une solution avec laquelle on est très familier, un service serverless NoSQL, et dont les streams, une fonctionnalité particulière de DynamoDB, est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser dans la suite du projet. Vous reconnaissez sur le schéma, sur la gauche, la partie dont je vous parlais pour la disponibilité en temps réel. Pour avoir des métriques plus long terme sur la disponibilité des cabines, on s'est simplement branché à l'existant avec une IoT rule qui souscrit à tous les updates remontés par les devices et qui a pour action d'aller écrire dans DynamoDB une ligne d'entrée correspondant à telle cabine est dispo ou n'est plus dispo. Ça nous permet d'avoir un log, une trace d'audit de toutes les opérations de disponibilité et d'indisponibilité des cabines, ségrégées
par partition correspondant aux différentes cabines, différentes ID de cabines, et ordonnées par timestamp. Une fois qu'on a ces logs bruts, on va pouvoir les processer justement grâce au stream dont je parlais. Typiquement, on reçoit un message comme quoi une cabine est disponible. On va aller regarder avec une lambda quel est le dernier message avant celui-là informant que la cabine était indisponible pour en calculer la durée d'une section et du coup avoir des analytics sur le temps d'usage des cabines par exemple. On passe de points dans le temps à intervalles de temps qui sont la métrique qu'on veut réellement être capable de construire. Si ça vous intéresse de comprendre comment se font ces projections, cette data enrichie justement à partir d'une trace d'audit, j'ai fait tout un talk dessus au Serverless Days Paris. Je vous mets un QR code à flasher juste ici, en guise de teaser. Je vous invite fortement à regarder ce talk-là qui nécessite à lui seul une bonne demi-heure pour pouvoir vraiment aller dans les détails. Pour finir ce talk, je voulais vous parler des next steps qu'on envisage. Déjà, dans un développement 2.0 en termes de features, pouvoir de façon proactive notifier les utilisateurs qui nous ont demandé une cabine disponible et qui n'ont reçu aucune au moment de leur demande, afin de pouvoir les prévenir de la disponibilité d'une cabine avant de prévenir qui que ce soit d'autre. Et enfin, de permettre à d'autres personnes que les employés de Work with Island d'accéder à cette application web d'analytics sur le temps d'usage des cabines. Côté technique, certaines choses qu'on veut mettre en place, ça va être beaucoup de throttle, de stabilité vis-à-vis du throttle et des erreurs dans notre architecture. Il y a des endroits où on a des intégrations directes, par exemple d'IoT, avec une IoT Topic Rule vers DynamoDB. S'il y a du throttling côté DynamoDB, on n'est pas sûr de ce qui va se passer exactement. Du coup, avoir une architecture un peu plus solide à ce moment-là, lorsque Work with Island sortira de bêta, ça sera quelque chose de très important à faire. De la même façon, des tests d'intégration et unitaires sur le côté embarqué, qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place dans le cadre du projet. Et enfin, un découpage un peu plus fin de la vérification de la signature Slack dans nos lambda lorsque Slack nous contacte pour le passer en custom authorizer et laisser une intégration directe d'API Gateway à EventBridge. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je serai disponible sur Slack après pour toutes vos questions. Merci Fred pour ce petit talk. C'est vrai que quand on parle IoT, on parle tout de suite matériel, donc ce qui peut perdre certaines personnes. Ensuite, on a une petite question de Tanaka, encore Tanaka, très actif aujourd'hui, sur comment est-ce que vous gérez les certificats avec les ESP32. Alors, il y a une API qui est disponible sur FreeRTOS qui passe par PKCS11, qui est l'algorithme de cryptographie du non-volatile storage de l'ESP32 et qui permet justement de persister dans ce non-volatile storage des données sensibles comme des certificats et des clés. Ok. Est-ce qu'on a une autre question? Intéressant. Moi j'en ai une par rapport au talk de juste avant de Mathieu. J'ai vu que vous avez été un grand utilisateur d'EventBridge. Pourquoi EventBridge et pas SQS? Plus flexible. Vraiment plus flexible. Tu vas très facilement avec une équipe pouvoir publier des événements et avoir plein de gens qui réagissent à ces événements-là sans avoir besoin de dupliquer ton infrastructure. Tout à l'heure, je te parlais justement de la partie où on va avoir une trace d'audit qui va être construite par les remontées d'informations des cabines et on va réagir à ce qui a été inséré dans DynamoDB en passant justement par EventBridge pour déclencher d'autres lambdas qui elles-mêmes vont écrire de la donnée agrégée à partir des événements unitaires qui sont écrits dans DynamoDB. Comme on a beaucoup de lambdas qui vont réagir parfois aux mêmes événements et parfois à des événements différents, sur du SQS, on devrait créer une queue par consommateur. Là où quand on passe par EventBridge, on peut nativement, facilement publier un événement et avoir 5 consommateurs qui sont intéressés par cette donnée-là, tout en n'ayant aucune infrastructure supplémentaire. Il y a très peu de fois où j'utilise SQS dans des architectures serverless, tellement EventBridge fait la sauce avec SNS et SQS, quoi. Ok. Justement, je veux dire, là, ton besoin, c'était plus en mode SNS où tu avais plusieurs subscribers à tes événements. Alors, est-ce qu'on a encore une question? Alors, vous les avez intégrés avec la partie contrôleur USB ou juste le chip? Je pense que ça doit être... Alors, oui, effectivement, on n'a pas du tout juste la chip.
Comme je le disais au début du projet, on avait des contraintes budgétaires et de temps assez courtes, donc on est parti sur des composants sur étagère, et on a pris la version déjà intégrée avec son micro USB et ses pins qui sont soudés pour nous faire gagner du temps. C'est vraiment cette solution-là qu'on déploie dans les cabines. Il n'est pas exclu que sur une version 2, on développe notre propre PCB avec le propre point de connexion pour la chip et uniquement ce qui nous intéresse, et donc plus avoir besoin de se procurer justement toute la chip montée sur une dev board en fait. Ok. Et je pense pour terminer, une petite question intéressante. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un IoT Shadow? Donc le service IoT Shadow, c'est vraiment un service serverless proposé par AWS IoT qui va, pour tes devices, être capable de répondre quand il y a une demande qui est faite par un autre morceau de ton infrastructure. Donc, si une lambda demande à IoT, dis-moi quel est l'état de la cabine 12, plutôt que AWS IoT ait à faire un call à ta cabine pour avoir son état, IoT Shadow va être le service sollicité pour donner le dernier état connu de ta cabine. Et du coup, IoT Shadow fonctionne sur le protocole MQTT. Simplement, tu dois t'adapter au protocole sur la façon dont tu fais remonter l'état de ton device pour qu'il puisse se mettre à jour dans de bonnes conditions et répondre à la place de ton device quand quelqu'un le sollicite. Là, je vous ai montré un exemple sur de la lecture d'état, mais de la commande, par exemple, si je dialoguais avec un bulbe sur lequel je peux contrôler l'intensité et la couleur, je pourrais communiquer de la même façon avec IoT Shadow en disant j'aimerais mettre, donc c'est ce qu'on appelle plus du state reported, mais du state desired, sur le state document que je vous ai présenté avant. Et du coup, je peux interagir avec IoT Shadow, dire je veux une luminosité à 100% pour le device 12. IoT Shadow va acknowledger le fait que j'ai demandé ce consigne-là. Et dès que le device va se connecter à AWS IoT, la Shadow va transférer le message via le protocole MQTT au device pour qu'il puisse faire justement ce qu'il faut pour mettre la lumière à 100%. C'est vraiment une couche intermédiaire pour breaker, pour couper le couplage direct entre tes devices et le reste de ta stack. Et pas avoir de dépendance forte. C'est apparemment beaucoup plus clair. Bon, on a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, parce que là, on entame un petit break de l'après-midi, d'une demi-heure. On reprendra les sessions à 16h avec Rémi. En attendant, vous pouvez continuer de nous rejoindre sur Slack pour poser des questions à nos experts AWS, ainsi qu'à Frédéric si vous voulez plus de détails sur toute la partie IoT et intégration avec les autres services. Et je vous remercie, je vous retrouve dans une demi-heure à 16h. Salut Fred.